Salut les terriens! Aujourd'hui nous irons bien sûr faire le tour des deux Starbases, au Texas et en Floride, et nous verrons qu'à l'instar de la poussière projetée dans les airs à chaque tir statique du booster ou du vaisseau, que SpaceX a encore pas mal de pain sur la planche avant que son Starship puisse enfin tutoyer l'orbite. Mais ne soyons pas défaitistes, ça avance et cramponnons-nous aux promesses d'Elon Musk, avec l'assurance que si le PDG de SpaceX gagne son pari, nous aurons assisté ensemble sur le journal de l'espace à la conception du tout premier monstre d'acier réutilisable et supposé interplanétaire. Alors allons voir ça de plus près, c'est parti. Allez, on commence sur la petite note décalée de la semaine avec cet employé de SpaceX, technicien sur les moteurs et les prototypes du Super Heavy, et son tatouage de Raptor sur son bras qui montre bien la passion de cet homme pour son métier. Bon, chacun son truc, hein. Il risque cependant de mettre le doigt dans un engrenage assez dangereux, surtout vu le nombre de prototypes différents qui pourraient voir le jour par la suite, ça risque en effet de prendre pas mal de place sur lui. Puisqu'on parle de passion, Elon Musk qui ne boude jamais une interview s'est fait plaisir en jouant les tours opérateurs à nouveau sur la Starbase du Texas, en expliquant sa fameuse vision des choses sur l'avenir de l'humanité à Jay Leno. Le célèbre présentateur et humoriste américain a en effet pu lui poser quelques questions pour son émission Jay Leno's Garage sur CNBC Prime. L'occasion pour l'enfant terrible du New Space de nous faire goûter à quelques prévisions de son cru, pour le coup aussi fiables que certaines prévisions météo. Oh, je taquine. Créer des prototypes est plus simple que d'en créer toute une série, donc nous nous apprêtons à sortir un prototype par mois, et d'ici quelques années, un tous les 3 jours. Jay Leno insiste alors sur l'importance de la cadence de production en partant un peu loin dans le passé. Je pense que si nous avons gagné la Seconde Guerre mondiale, ce n'est pas parce que nous avions les meilleurs soldats, bien que je pense que c'était le cas, mais surtout parce que nous construisions des bombes plus vite que les nazis n'étaient capables de les intercepter. Bon, c'est bien beau de rêver, mais la ferveur patriotique ou la simple passion c'est une chose, la concrétisation de ses rêves ou même l'innovation en est une autre. Alors pendant que le patron fait des plans sur la comète, sur la Starbase, le booster, lui, n'a pas chômé. Je l'évoquais rapidement dans le dernier journal de la Starbase en info de dernière minute, le B7 a fait cracher le feu à 7 de ses moteurs Raptor pendant quelques secondes au tout début de la semaine dernière. Alors, est-ce un signe de la Providence ou un présage de mauvais augure? Un dernier hommage avant son départ en retraite anticipée peut-être? Est-ce qu'il y a un numérologue dans la salle? En tout cas, Elon Musk s'est félicité de la réussite de ce tir statique. Avec l'humour qu'on lui connaît, le PDG de SpaceX a tweeté en parlant des Raptors du B7 « Super pour nettoyer la poussière ». Alors oui, justement, parlons-en, la poussière ce n'est pas ce qui manque sur le sol de Boca Chica, et la NASA ainsi que certains écolos du coin pourraient bien avoir la larme à l'œil en prenant connaissance des tweets plutôt légers d'Elon Musk. Surtout quand cette poussière, propulsée dans les airs, peut parfois créer des événements électriques, comme ici sur le dernier tir statique du Starship. Pas vraiment l'idéal pour le pas de tir de créer un orage statique, même si c'est pour nettoyer la poussière au sol. De quoi éveiller les soupçons du détective privé Zach Golden, qui en partageant cette courte vidéo sur YouTube, fait un appel à témoins pour demander si certaines personnes de la communauté auraient une explication concernant ce phénomène étrange. Mais en tout cas, pas de panique, comme toujours Elon s'est rassuré son audience sur ce nouveau record de 7 moteurs allumés, la pression dans les chambres des Raptors semble bonne. Pourtant, malgré la campagne de test, la communauté s'impatiente et les longs mois de développement des prototypes jalonnés de quelques couacs commencent à se faire ressentir. Everyday Astronaut pose d'ailleurs cette question, inévitable me direz-vous, un nouveau record, alors à quand un tir statique avec 33 moteurs? Elon Musk lui répond avec une dose de suspense savamment distillée, le B7 rejoint le High Bay, le grand hangar de construction, pour des mises à jour sur sa robustesse, et le B8 va être transporté jusqu'au pas de tir pour quelques tests. Une mise à jour de robustesse, on adorait en savoir plus là-dessus, Elon. Le nouveau et plus gros test à venir, c'est probablement le full stack, ou empilement des 2 étages de la fusée, avec un wet dress rehearsal. Pour rappel, c'est un test qui permet de vérifier les systèmes de compte à rebours dans une répétition générale et en configuration complète de lancement afin de détecter d'éventuelles anomalies. Et ensuite, les 33 moteurs effectueront un tir statique dans quelques semaines. Bon, dans quelques semaines, comme toujours, les délais d'Elon Musk c'est comme les promesses, elles n'engagent que ceux qui les écoutent, donc bien sûr c'est encore une fois à prendre avec des pincettes. Quoi qu'il en soit, et toujours selon lui, un test d'assemblage des 2 étages serait pour très bientôt. D'ailleurs, si l'on se réfère aux photos assez récentes des Chopsticks par RGVR Real Photography, il semblerait bien que oui. En effet, on aperçoit bien les supports récemment installés qui permettront au bras de la tour de lever le vaisseau. Un test d'assemblage qui permettra de voir enfin les 2 étages de la fusée à nouveau réunis, donnant à cette dernière une hauteur d'environ 120 mètres. La semaine dernière, des tests importants ont été effectués sur le système de déluge d'eau de la table orbitale. Fait intéressant, il semblerait qu'un mélange d'eau et d'azote sous forme de gaz ait été pulvérisé à cette occasion. Là encore, il faudra attendre de voir si les équipes de SpaceX décident de valider ce nouveau procédé. Depuis l'explosion du 11 juillet, pas mal de travaux assez discrets ont été achevés pour évacuer l'excédent d'oxygène liquide et ainsi éviter que des poches de gaz se créent sous le pas de tir.
Un tuyau reliant la table orbitale à ce nouveau petit bassin, en gris sur l'image, a donc été disposé puis enterré pour éviter une nouvelle catastrophe. Le B8, quant à lui, en apprenant qu'il allait enfin passer à l'action, ne s'est pas fait prier, et tandis qu'on assistait à un beau coucher de soleil sur Boca Chica, ce dernier quittait en précipitation le site de construction pour aller se positionner sur le pas de tir. Alors je vous l'accorde, il y a pas mal de concurrence dans l'air, mais personne ne s'en plaindra car cela va créer une bonne émulation au sein des boosters. A noter que le booster dans sa 8ème version est sorti du Mega Bay avec ses ailerons et ses COPV déjà installés, bref, déjà pourvu de ses équipements en complet, alors que le B7, lui, ne les a reçus qu'au fur et à mesure. On notera donc les progrès effectués en termes d'assemblage et de vitesse de production à chaque nouveau prototype. Le B7, après s'être vu retirer 2 moteurs, a finalement été transporté jusqu'au site de construction, laissant la place libre au B8, affaire à suivre. Le B9, qui lui aussi se prépare dans l'ombre des 2 autres, doit attendre son tour également, sans aucune garantie qu'il puisse passer l'épreuve du feu un de ses jours, d'autant que le B10 et le B11, encore en plusieurs morceaux, ne devraient pas tarder à rentrer dans la course. Pour ce qui est des prototypes du vaisseau, eh bien le S-25 attend toujours son heure dans le Hyde Bay, le grand hangar de construction. La partie avant du vaisseau avec ses ailerons a été hissée, empilée et soudée, achevant ainsi complètement sa phase de construction et d'assemblage. Quant au S-26, il pointe bien son nez dehors, mais comme nous l'évoquions dans les précédents JDS, sans aucune tuile pour le protéger. On pensait d'ailleurs à une raison assez simple pour l'expliquer, qui est que SpaceX souhaite peut-être se concentrer avant tout sur la mise en orbite massive de satellites Starlink V2, sans essayer de récupérer le Starship, mais des abonnés du JDE ont émis aussi une deuxième hypothèse, celle que les générations suivantes seront les premiers prototypes du Starship HLS, c'est-à-dire le Starship prévu pour atterrir sur la Lune, et qui n'a pas besoin de tuiles thermiques puisqu'il n'est pas pensé pour retourner sur Terre après avoir accompli sa mission. On en reparlera bien sûr dès qu'on en saura un peu plus. Fait intéressant également, la porte cargo du S-24 a été soudée la semaine dernière. Alors, simple protection pour les prochains tirs statiques, ou est-ce que ce prototype va être évincé du premier tir orbital ? À moins que SpaceX, justement, ait abandonné l'idée de mettre en orbite quelques satellites Starlink V2 pour ce premier vol, chose qui paraît tout de même peu probable. Pour rappel, nous l'évoquions dans un précédent journal de la Starbase, la stratégie d'Elon Musk repose essentiellement sur la livraison de ses Starlink, mais là aussi, en fonction des priorités de l'entreprise, à ce stade, il est bien difficile de prévoir quels prototypes seront au final choisis pour le jour J. En Floride, les météorologues aussi s'intéressent de près aux avancées de l'entreprise d'Elon Musk sur le pas de tir 39A. Aaron Jones, dont vous retrouverez le lien vers son profil Twitter en description de la vidéo, nous gratifie donc de quelques images plutôt pertinentes qui nous donnent une idée de la vitesse à laquelle le nouveau Stage Zero est en train de se construire. C'est l'occasion pour nous d'apercevoir la grue de SpaceX bien en place et prête à soulever des tonnes d'acier, et ensuite de voir passer sur un camion de livraison, une structure bien connue des fans de SpaceX. En effet, il s'agit bien du fameux capot peint en noir destiné à protéger le panneau à déconnexion rapide de la future table orbitale. La surface réservée au stockage des segments des futures tours orbitales paraît plutôt vide, mais comme nous l'évoquions auparavant, l'endroit n'a pas été reconverti pour entreposer d'autres matériaux. Les supports attendent toujours d'autres sections qui serviront sans doute à l'assemblage d'un 3e Mechazilla. Un peu plus loin, on peut voir cette structure rouge, vous l'avez peut-être reconnue, elle servira de moteur pour actionner les câbles de la tour du KSC, et ainsi lever ou descendre les chopsticks. D'ailleurs, la chaîne de câbles en question, reliant la base de la tour à ses bras, est déjà entreposée, prête à être transportée pour une installation. Bon, vous l'aurez compris, SpaceX fait le maximum afin que le KSC soit opérationnel le plus tôt possible pour son programme Starship. Elon Musk a d'ailleurs déclaré, probablement qu'au second trimestre 2023, des prototypes seront acheminés par bateau de Brownsville, près de Boca Chica, jusque Cap Canaveral en Floride. Alors 2000 km de voyage en mer, je ne vous cache pas que même avec de bonnes conditions météorologiques, ça risque d'être corsé. Et je passe maintenant à la question du jour. Hello Quentin, petite question, comment SpaceX compte transporter des Starships de Boca Chica vers la Floride ? Y aura-t-il une autre ligne de montage au Kennedy Space Center ? Qu'en penses-tu ? Merci Nasbe pour ta question. Alors pour rappel, Elon Musk a déclaré lors de la présentation de sa fusée le 10 février dernier qu'il pourrait bien basculer ses activités en Floride et donc prioriser le Kennedy Space Center si la situation venait à se compliquer dans l'optique d'un refus d'autorisation du lancement de la part de la FAA. Le transport des prototypes chargés d'effectuer le premier tir orbital dans ce cas se ferait sans doute en mer et en longeant la côte plutôt que de traverser de part en part les États-Unis en prenant la route avec toute la logistique que cela demande. Le PDG de SpaceX a aussi déclaré que, je cite, « Sur le long terme, l'entreprise se prépare à utiliser le KSC comme un site majeur de production et de lancement de Starship ». En effet, en admettant que pour X raisons, l'entreprise ne puisse pas lancer son Starship Super Heavy depuis Boca Chica, il est de toute façon prévu de construire et d'assembler des prototypes en Floride. Nous en parlons régulièrement dans les actualités du journal de la Starbase, il y a bien un site de construction en Floride et une Star Factory équivalente à celle du Texas, un gigantesque atelier de production qui permet de produire des prototypes, puis de les assembler, et enfin de les livrer sur le fameux pas de tir 39A.
Donc, pas de panique les terriens, Elon Musk a beau faire des prévisions très optimistes, l'enfant gâté de l'aérospatial a quand même un plan B. Voilà les terriens, bon la Starbase nous aura au moins appris la patience avec ce vol orbital qui se fait vraiment désirer. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, pensez à la partager, à laisser un commentaire pour l'équipe et à surtout activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait pour ne rien louper des 3 émissions que je vous propose chaque semaine. D'ailleurs à vendredi, ciao les terriens.